liminaire avant de commencer. Je voudrais dire qu'en France, la médiation commerciale, elle n'allait pas de soi au début, puisque c'était plutôt la médiation civile qui était développée par l'ordre juridique étatique, c'est la médiation dans la vie de la famille, la médiation, vraiment tout ce qui relève de l'extra-commercial. Et comment est-ce que tout ça et comment est-ce qu'on est arrivé finalement à se rendre compte qu'il y avait besoin de médiation aussi dans la vie des affaires? Mais, tout d'abord parce que il y a eu un engorgement des tribunaux. Je pense que ça, c'est une réalité. Le nombre d'affaires devant les tribunaux français a explosé au cours des 30 et 20 dernières années. Et donc, le pouvoir en place a accueilli d'un œil extrêmement favorable tout ce qui était mode alternatif de règlement des litiges. Et surtout, je pense que ce qui a développé la médiation en matière commerciale, c'est la spécificité de la vie des affaires. Il y a des chefs d'entreprise parmi vous, des gens qui font du business en B2B, en B2C. Vous savez que la vie des affaires a sa spécificité. La réputation d'une entreprise est extrêmement importante. La confiance est importante. Les éléments corporels et incorporels de l'entreprise sont également importants. La marque personnelle de l'entreprise est fondamentale. Et donc, il y a quand même des usages, des coutumes, des façons de faire qui sont propres à la vie des affaires. Et l'idée est venue que finalement, ce serait beaucoup plus efficace si les parties règlent leurs propres litiges elles-mêmes et qu'elles trouvent la solution par la discussion, par l'échange, par le dialogue, plutôt d'avoir une décision imposée de l'extérieur par un juge. Donc, la médiation commerciale, elle est née de ça, de la spécificité de la vie des affaires. Alors, je vous disais ce matin que ce qui est formidable avec la médiation, c'est qu'elle a le pouvoir de transformer une situation positive, négative, un conflit. La menace de recourir au juge, la menace de faire un procès, la menace d'aller en justice, la médiation a le pouvoir de transformer cet aspect négatif, cette différence qui existe, ce différent qui existe entre les parties. Ça va parfois jusqu'à la haine réciproque, viscérale entre les parties. Elle a le pouvoir de transformer ce négatif en positif et faire de deux adversaires des partenaires et préserver le business et la continuité des affaires entre ces deux commerçants ou ces deux entités commerciales. Alors, donc, comment ça a été possible, la médiation commerciale? En introduisant finalement les sciences humaines dans l'institution judiciaire. Les sciences humaines, elles permettent quoi? Elles permettent de remonter aux sources du conflit. Indifférent. Vous savez, quand je conseille une entreprise, par exemple, ou quand on fait un audit juridique, ou qu'on demande aux chefs d'entreprise de nous sortir leurs contrats. Quels sont vos contrats? Les contrats que vous avez signés avec vos partenaires. Souvent, les contrats, ils traînent dans un placard. On les a pas en entier, on a des extraits du contrat, on ne sait pas. Parce que quand ça se passe bien dans la vie des affaires, il n'y a pas besoin de contrat, il n'y a pas besoin d'écrit. Tout se fait par la parole, par la confiance. Un simple échange d'email suffit. Vous savez, la force d'un email et la force d'un SMS ou d'un appel téléphonique dans la vie des affaires, ça suffit. Quand on commence à ressortir un contrat, quand on commence à regarder les termes du contrat, c'est que ça commence à sentir un peu mauvais. Et donc, l'introduction des sciences humaines dans l'ordre juridique permet de remonter aux sources du conflit et de comprendre finalement qu'est-ce qui a généré le différend. Alors, l'avantage, puisqu'on parle des avantages et des intérêts de la médiation commerciale, le premier avantage, c'est effectivement, il est d'ordre psychologique et il permet en fait de remonter et de réellement comprendre et percevoir quel est l'événement déclencheur du conflit. Mais dans toute sa complexité, ça va au-delà parfois du différend juridique, ça va au-delà de la violation d'un contrat, ça va au-delà d'une rupture abusive de contrat, ça va au-delà d'un défaut de paiement, etc., etc. Et dans certains pays, comme l'Allemagne par exemple, en 1995, le législateur a imposé le recours à la médiation comme préalable obligatoire lorsqu'il y a un litige entre un débiteur et un créancier. Voilà, quand il y a un problème d'argent, quand il y a un problème de sous entre un débiteur et un créancier, le législateur allemand a considéré qu'il fallait obligatoirement et préalablement un recours à la médiation. Pourquoi? Parce que dans le milieu des affaires, lorsqu'il y a des créances qui circulent, des flux financiers qui circulent, c'est extrêmement difficile de raisonner en droit et financièrement. Ce sont deux domaines totalement différents. Donc la médiation commerciale, premier gros avantage, c'est qu'il est d'ordre psychologique. Il permet de dépassionner, en fait. Il permet de dépassionner le litige. Comme je vous l'ai dit ce matin, il permet de s'inscrire dans une logique d'échange, de dialogue,
et les parties sont d'accord sur rien, en général quand on commence une médiation, sauf sur le fait que le conflit leur est préjudiciable à toutes les deux. Donc il faut se trouver une issue. Alors combien de personnes dans la salle ont eu affaire à un procès, une procédure devant la justice qui s'est éternisée? Qui a eu affaire à un procès, à saisir un tribunal et ça a duré des années? Personne? Voilà. Voilà. Donc vous avez tous eu l'expérience de la lenteur de la justice. Donc, cette lenteur, elle n'est pas compatible. Elle est incompatible avec la vie des affaires. Hein, la notion de temps, elle est très différente selon l'ordre dans lequel on se situe. Le temps médiatique n'est pas le même que le temps de l'institution judiciaire. Le temps de la vie politique n'est pas le même que le temps de la vie des affaires, etc. Chaque ordre a sa propre temporalité. Et la vie des affaires, le temps, le rythme de la vie des affaires, le tempo propre à la vie des affaires s'accommode très mal du temps de l'institution judiciaire qui est le long terme en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des procédures d'appel, il y a des possibilités de recours de pourvoi en cassation qui sont des garanties, certes, mais il existe aussi des garanties similaires dans la médiation. Mais donc la médiation, elle est fondamentalement plus rapide. Premier avantage. Deuxième avantage, parce qu'elle est plus rapide, elle est aussi moins coûteuse, forcément. Hein, moins un procès s'éternise, moins il y a de frais à régler, de frais de procédure, et d'autres frais inhérents à la résolution judiciaire d'un litige en général, à tout ce qui est lié, je pense, au coût de rédaction, au dépôt, à la signification des procédures. Donc la médiation, elle est plus économique. Moi, j'ai vu des litiges portant sur des sommes extrêmement importantes. Hein. On parle de plusieurs milliers, voire parfois plusieurs millions de dollars, voire milliards de francs CFA, se régler en quelques semaines, voire en quelques jours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu finalement un déplacement des lignes. Les parties ont réussi à comprendre le point de vue de chacune d'entre elles et ont réussi finalement à parler d'une seule voix et se mettre d'accord. Non pas sur le fond du droit, mais à dépasser finalement la logique j'ai raison, j'ai tort, etc. Qu'est-ce qui bloque finalement? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce qu'on est dans une impasse en général dans un litige? Parce que chaque partie reste crispée, campée sur sa position et se dit j'ai raison, il a tort, j'ai raison, je veux être dans mon bon droit, j'ai raison. Et si chacune des parties se dit ça, ben on est dans une impasse. Il faut sortir de cette logique pour arriver à se mettre dans une logique de se dire, au moins le seul, on est peut-être d'accord sur rien, mais il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'on est d'accord pour transiger et mettre fin à ce conflit qui n'est pas dans notre intérêt à tous les deux. Voilà. Donc, on est dans une logique win-win, gagnant-gagnant. Il n'y a pas de perdant. C'est ça qui est extraordinaire dans la médiation. Il n'y a pas de perdant. Il y a un conflit, et contrairement à ce qui se produit devant un tribunal, il y a un vainqueur, un perdant, les dépenses de l'instance et les frais sont souvent mis à la charge de la partie qui succombe au procès, mais pas toujours, ça dépend du juge. Et donc, il y a un perdant et il y a un vainqueur. Et ça, c'est pas bon sur le plan humain, sur le plan psychologie, sur le plan de... Vous savez, il y avait un grand sociologue qui s'appelle Max Weber, il disait qu'il y a trois grands sentiments de la personne humaine et qu'on retrouve aussi chez les institutions et dans les nations. Il y a le sentiment qui est un des moteurs et un des ressorts du fonctionnement, et c'est vrai aussi pour l'économie. Il y a le sentiment de peur, déjà. Premier sentiment de peur qui explique pas mal de choses. Il y a ensuite le sentiment d'espoir qui nourrit et sert de ressort à certaines activités politiques, sociales, économiques, humaines. Et ensuite le sentiment d'humiliation, feeling of hope, feeling of fear and feeling of humiliation. C'est les trois grands sentiments d'un point de vue purement psychologique et humain qui expliquent beaucoup de choses. Et on les retrouve dans l'institution judiciaire dans un procès. Quand vous perdez un procès, vous perdez aussi un peu la face, que vous le vouliez ou non. Et tout ça, on l'évite dans la médiation. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant, tout le monde est gagnant. Et en plus, et j'en viens au troisième avantage de la médiation, c'est que la médiation, elle est totalement confidentielle. Alors, à part le médiateur et à part chacune des parties, ça peut être 2, 3, 4, 5, plusieurs parties, personne, je dis personne, n'a connaissance des faits qui entourent le différend. Personne n'a connaissance du déroulement des séances. Et personne n'a connaissance de l'issue de la médiation. Ce qui se passe au sein de la médiation reste au sein de la médiation. Et cette confidentialité, c'est un avantage indéniable dans la vie des affaires, parce que je vous disais pour commencer mon propos, que le domaine des affaires, il est très spécifique. La réputation d'une entreprise, la confiance entre partenaires économiques,
la notion de branding, la notion de marque, tout ça, c'est capital, c'est fondamental. S'il n'y a pas de trust, s'il n'y a pas de relation de confiance, il n'y a pas de business possible. Et donc la confidentialité, elle est absolument fondamentale. Quatrième et dernier, bien que l'on puisse trouver plein d'autres avantages à la médiation, mais c'est pour les besoins de la cause, je me permets de faire une typologie. Mais je crois que c'est surtout l'avantage le plus important de la médiation. C'est la préservation du lien entre les parties. C'est ménager l'avenir. C'est envisager le futur. C'est regarder devant soi. C'est tourner la page et passer à autre chose. Et ça, c'est difficile, mais c'est le travail du médiateur, d'arriver à dépassionner un conflit, d'arriver à sortir d'une logique « j'ai juridiquement raison, j'ai juridiquement tort, ma défense, elle est faible parce que la jurisprudence ne me donne pas raison, j'ai commis telle ou telle faute, tel ou tel agissement, tel ou tel manquement dans la relation contractuelle, je n'ai pas été un partenaire économique ». On déplace en fait le débat, on met tout ça de côté et on se met d'accord pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. Donc, ce faisant, et à partir du moment où il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant, tout le monde est gagnant-gagnant, les adversaires d'hier deviennent les partenaires d'aujourd'hui et de demain, on ménage l'avenir, on ménage la relation, on préserve le lien, on préserve l'activité économique. Et ce faisant, qu'est-ce qu'on fait? On favorise l'essor d'une nation, on vivifie l'économie d'une nation, d'un pays. Pourquoi est-ce que l'Union européenne finance au sein de l'Union européenne différents centres d'arbitrage de médiation? Évidemment parce que ça pousse l'économie, parce que c'est un processus de règlement des différends qui est flexible, qui est souple. Ça désengorge les tribunaux, ça améliore le fonctionnement de la justice, donc, puisque les tribunaux sont désengorgés, et en plus, c'est un phénomène de pacificateur social, et enfin et dernièrement, ça permet de préserver les relations économiques entre les parties, ça permet de booster le business et de développer l'économie. Donc évidemment, l'Union européenne et la Commission européenne investissent et misent énormément sur la médiation. Et si l'Union européenne, par exemple, est dans une logique de co-développement avec la Côte d'Ivoire ou d'autres pays pour aider la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire à développer les mécanismes de médiation, et c'est parce que derrière, il y a évidemment des retombées économiques. Et si la Côte d'Ivoire veut attendre, et je crois que c'est un des objectifs affichés, 10% de croissance, voire plus, sur le long terme, la médiation est extrêmement importante. Encore une fois, c'est ce que je disais je crois, ce matin, c'est que le droit est là pour favoriser le business. Certes, pour donner un cadre légal et réglementaire pour encadrer les relations commerciales, mais pour booster le business. Je dis souvent aux chefs d'entreprise, allez-y, avancez, on va voir après comment le droit peut arranger ça, mais on est là pour vous accompagner, on n'est pas là pour vous freiner. Et je n'ai pas peur de ne pas mâcher mes mots et de le dire haut et fort, pardon, mais le système français souffre aujourd'hui de blocage réglementaire, d'un excès de droit. On est étouffé en France par un excès de réglementation, de normes administratives, de tout type qui freinent le business, qui empêchent le commerce. Et quand on a une approche un petit peu transversale, anglo-saxonne et européenne, on se rend compte que, alors qu'aux États-Unis, il y a une vraie culture du droit sans l'État. Je cite Laurent Cohen-Tanucci qui a écrit un ouvrage que je vous recommande, qui est fabuleux, s'appelle Le droit sans l'État. Il explique que dans la société américaine, finalement, le droit, il émane moins de l'État et du gouvernement que de la société civile. La société civile, le secteur privé, a le pouvoir de produire des normes, d'élaborer elle-même ses propres normes, de trancher elle-même ses propres litiges. Et donc le droit émerge, c'est une création spontanée qui émane de la société civile elle-même. En France, et ça s'explique par des raisons historiques, il y a une logique de centralisation étatique. Le droit est conçu comme devant émaner de l'appareil de l'État. Ça s'explique évidemment par des raisons traditionnelles, historiques, propres à l'histoire de France, mais ce sont des logiques très différentes. Et la vie des affaires a besoin d'une certaine souplesse, a besoin aussi de sécurité. Il faut trouver le bon équilibre entre sécurité juridique, sécurité des investissements, rassurer les investisseurs directs étrangers, mais en même temps flexibilité, avancer, ne pas freiner la vie des affaires. Et c'est cet équilibre-là que la médiation, elle permet d'obtenir. Donc voilà, pardonnez-moi pour d'avoir été déjà encore trop long, mais c'est, me semble-t-il, ce sont les principaux avantages et intérêts de la médiation que je vous répète, c'est une démarche commune, d'ordre privé, il n'y a pas de vainqueur, pas de perdant, c'est une démarche qui est plus rapide,
C'est une démarche qui est moins coûteuse, qui est totalement confidentielle, donc adaptée à la vie des affaires, et qui surtout favorise le rapprochement entre les parties et préserve leur avenir, et donc favorise l'économie et la vie des affaires. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'intérêt et l'avantage de la médiation commerciale. La médiation commerciale doit remplir à la fois une mission de résolution à l'amiable des différends, mais également une mission de prévention de la qualité relationnelle dans l'entreprise. Et on doit y instaurer le dialogue social. La médiation commerciale doit apporter un moyen pour l'entreprise de résoudre des conflits à l'amiable sans avoir à se soumettre à une décision d'un juge. C'est pour cela que la médiation commerciale doit être exercée de manière professionnelle, avec des médiateurs formés à la médiation professionnelle. Ces médiateurs vont donc accompagner les protagonistes à trouver une solution à leurs conflits. Si on parle de points forts, mais du côté de l'entreprise, quels sont les points forts à mettre en place dans une entreprise, la médiation commerciale? Le premier point que j'ai vu en préparant cette intervention, c'est un point financier. Pas de provision comptable pour les litiges, car le litige en général est résolu en moins d'un an. C'est la garantie d'une solution qui convient, puisque l'accord de médiation est trouvé avec les deux parties. C'est un gage de qualité relationnelle. Dans cette entreprise, on sait prendre en charge les conflits. Et puis c'est la mise en place également d'une clause d'appel à la médiation dans les contrats, dans les conditions générales de vente. Puisqu'on a beaucoup plus de facilité à dire dans un contrat commercial, en cas de litige, on se retrouvera devant le tribunal. Mais imaginons qu'en cas de litige, on se retrouve plutôt devant le médiateur pour nous accompagner dans la résolution de ce litige. Si on regarde les points forts, on peut regarder les points faibles dans une entreprise. Quels seraient les points faibles? À mon avis, le seul point faible, c'est la peur de vouloir dire que dans cette entreprise, on est disposé à résoudre les conflits. C'est plutôt d'ordre psychologique. Maintenant qu'on a vu d'un côté intérieur de l'entreprise, projetons-nous du côté extérieur et regardons les opportunités et les menaces qu'il peut y avoir à mettre en place la médiation commerciale dans l'entreprise. Au niveau des opportunités, une des premières opportunités, c'est la confiance des tiers. En cas de litige, vos partenaires sauront qu'une solution peut être trouvée de manière efficace. Vous affichez, autant que chef d'entreprise, un gage de qualité relationnelle dans l'entreprise, un gage de confiance, un gage de valeur, un gage de sérieux. Ça assure l'indépendance stratégique et la croissance des entreprises. Ça renforce la responsabilité des leaders. Ça met en place le dialogue social dans l'entreprise. Les menaces, j'en ai pas trouvé. À part celles que vous pouvez imaginer. La peur que vous aurez de ne pas prouver à l'autre que vous avez gagné et qu'il se soumettra désormais à vous. Les menaces, ça c'est uniquement votre adversité. Alors, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé au Portugal, et on peut parler aussi de la France en matière de médiation commerciale. Au Portugal, la médiation date d'une loi qui est du 19 avril 2013, où la médiation a été mise complètement sous tutelle du ministère de la Justice. Les médiateurs dits de conflit sont enregistrés auprès du ministère de la Justice, les écoles de formation sont également enregistrées auprès du ministère de la Justice. Et cette loi du 19 avril 2013, c'est la transposition d'une directive européenne qui dit que les États membres ont l'obligation de mettre en place un processus de résolution à l'amiable des conflits. Et qu'est-ce qu'on nous dit en matière commerciale? On nous dit que lorsqu'il y a un conflit d'ordre du patrimoine de l'entreprise, on peut faire appel à un médiateur. Mais lorsque le conflit est autre que le conflit d'ordre du patrimoine, à ce moment-là, il faut que les parties s'entendent sur l'idée de faire appel à un médiateur. C'est-à-dire qu'il va falloir l'accord des deux parties si on veut traiter un litige plutôt commercial, alors que si on traite un litige d'ordre patrimoine de l'entreprise, à ce moment-là, c'est inscrit de fait dans les statuts de la loi. Et puis au Portugal, on nous dit aussi que le process change un petit peu, puisque l'avocat assiste à tout le déroulé de la médiation. C'est l'avocat qui va établir l'accord de médiation, et c'est l'avocat qui va homologuer auprès du juge l'accord de médiation. Voilà un petit peu par rapport au Portugal. En France, si on parle de la France, un système a été mis en place qui date de 2010, c'est la médiation inter-entreprise. Le médiateur inter-entreprise, c'est M. Pierre Pelouzet. Alors, qu'est-ce qui se
passe dans cette vision, on va dire, à la française, c'est que ce dispositif permet aux entreprises de saisir le médiateur. Le médiateur va homologuer avec une charte et un label de relations fournisseurs les entreprises qui sont pour la médiation. Alors je connais un cas qui est intéressant où une entreprise porteuse de cette charte était en conflit avec une entreprise qui ne l'était pas. Et puis en fin de compte, quand le médiateur a été saisi, celui qui a obtenu l'homologation de M. Pellouzet refuse la médiation. Je trouve que c'est quand même étrange qu'un dispositif du gouvernement aille mettre une étiquette sur une entreprise en disant qu'ils sont spécialistes de la médiation et préconisent la médiation. Et lorsqu'il y a un conflit, cette même entreprise qui est porteuse de ces valeurs refuse d'aller en médiation. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé tout simplement que ce dispositif a perdu de ce que j'appelle les valeurs du médiateur et la posture de celui-ci. Un médiateur, c'est un tiers indépendant, on est d'accord. Il est impartial, il est neutre, et il garde sous confidentialité l'accord qui a été trouvé par les parties. Ce n'est pas au médiateur d'aller faire la publicité de l'accord, c'est aux parties de s'en rendre responsable et d'en faire ce qu'elles souhaitent. Alors c'est quoi l'indépendance ? C'est l'indépendance envers les parties. Les médiateurs qui interviennent seront formés à un processus qui répond à ces valeurs. Cet enseignement, c'est celui que vous pouvez disposer à l'école professionnelle de la médiation et de la négociation à Bordeaux. L'impartialité implique une attitude de distanciation par rapport aux valeurs, aux croyances, aux idées reçues, aux préjugés, aux références économiques, sociologiques, culturelles et politiques. Le médiateur doit être attentif aux sentiments qu'il peut éprouver à l'égard d'une partie par les phénomènes naturels de sympathie ou d'antipathie. Ainsi, le domaine de la médiation, l'impartialité concerne la relation du médiateur avec les parties, tandis que la neutralité est relative à la solution. La neutralité, c'est que ce n'est pas au médiateur de prendre position sur l'accord des parties. Les parties sont capables de définir l'accord comme elles le souhaitent. Et la confidentialité, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas au médiateur de donner publicité à l'accord de médiation qui a été trouvé. Alors, je vous ai écouté ce matin et je voulais juste réagir par rapport à deux petites choses, si vous me permettez. Je suis d'accord avec vous sur un point où vous disiez ce matin, le médiateur rend la parole aux parties. Je dirais même que le médiateur est l'acteur de l'inimaginable discussion. Parce que quand on est en conflit, que vous soyez convoqué devant le médiateur, si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas. Mais c'est le médiateur qui va organiser cette discussion que les parties n'avaient absolument pas envisagée. Je suis moins d'accord quand vous dites que le médiateur... Pour moi, le médiateur a une posture d'impartialité, d'indépendance et de neutralité. Le médiateur organise la médiation. Le médiateur amène les parties à réfléchir et à sortir de cette dynamique de surenchère conflictuelle, de sortir de cette adversité et d'aller progressivement dans l'altérité. Parce que c'est dans l'altérité que vous trouverez une solution à la résolution de vos conflits. Voilà pour le tour d'horizon de la médiation, de mon point de vue, au niveau en France et au Portugal, et l'aspect général. Améliorer l'environnement des affaires, on en parle beaucoup. Et depuis de longues années, d'avant la crise d'ailleurs, je pense que ce débat a commencé autour des années 2000. Et donc c'est un sujet important pour le gouvernement de Côte d'Ivoire et aussi très important pour la communauté internationale. Mais si ça l'est, c'est simplement parce que l'environnement des affaires impacte fortement le bon déroulement des affaires, qui définit l'environnement des affaires comme l'ensemble des conditions politiques, légales, institutionnelles, réglementaires, qui régissent les activités des entreprises. Qu'est-ce que le comité des bailleurs pour le développement ? C'est simplement un groupe d'agences financières et intergouvernementales qui s'emploient à éradiquer de manière durable la pauvreté grâce au développement du secteur privé. Ça concerne surtout le secteur privé quand on parle d'environnement des affaires. Alors, nous avons une idée de comment arrive-t-on à juger de la qualité de l'environnement des affaires. Ici, simplement, tout le monde va dire Doing Business. Doing Business, c'est un indicateur créé par la Banque mondiale, enfin, pas un indicateur,
un ensemble d'indicateurs qui témoignent de la facilité à faire des affaires. Et ces indicateurs sont évalués par année, donc annuellement, et permettent de classer 189 pays. La Côte d'Ivoire a quand même beaucoup progressé, puisque de 187e que nous étions, je crois, dans les années 2008-2009, aujourd'hui nous sommes quand même, c'est pas encore gagné, mais on est quand même 147e, et on attend de voir les avancées qui vont être soulignées dans le rapport Doing Business 2015. C'est pas facile de gagner une place. C'est pas facile de gagner une place. Alors, j'ai dit une bêtise, il y a beaucoup de commentaires, je ne sais pas. On verra ça pendant les questionnements. Mais comment concrètement la médiation peut-elle impacter sur l'environnement des affaires? Alors, s'intéresser à l'impact de la médiation commerciale sur l'environnement des affaires, c'est se questionner sur l'ensemble des changements significatifs et durables, prévisibles ou non, positifs ou négatifs, qui arrivent dans l'environnement des entreprises et pour lesquels il existe un lien de causalité directe entre environnement des affaires, qualité de facilité de faire des affaires et pratique de la médiation commerciale. Alors, on va faire l'analyse sur 2 points, ce ne sera pas très long. Regardons surtout l'analyse de l'environnement des affaires selon l'approche de la Banque mondiale. Que dit le Doing Business? Le Doing Business analyse 10 domaines de la vie de l'entreprise. Parmi ces 10 domaines, il y en a pour lesquels il est difficile de trouver un lien avec la médiation commerciale. Par exemple, quand on parle de création d'entreprise, l'entreprise n'est pas encore créée, elle est en train de faire ce qu'il faut pour être créée. Bon, on ne peut pas vraiment à ce stade parler comme ça de médiation commerciale. Il y a tout ce qui concerne l'obtention de permis de construire. Il y a toutes les questions de raccordement à l'électricité. Là, je ne fais que de vous citer les domaines considérés par les indicateurs du Doing Business. Et commencent maintenant les domaines pour lesquels la médiation commerciale peut avoir un effet indirect. Pourquoi? Simplement parce que l'indicateur Doing Business analyse la qualité et le nombre des procédures en Côte d'Ivoire, leur délai et leur coût pour les hommes d'affaires, pour les entreprises. Alors, on a par exemple le transfert des propriétés. Il s'agit ici d'une entreprise qui achète un bien avec une autre entreprise pour s'en servir par exemple comme garantie. Dans le Doing Business, on témoigne de cela simplement en regardant au niveau procédure, comme je l'ai dit, la durée, le temps, le coût, etc. Mais de là peuvent naître des conflits, et des conflits qui peuvent s'éterniser. Et c'est là que les entreprises qui, ayant fait cette transaction, étant dans un conflit, on ne va pas dire conflit en interne, différent commercial, acceptent d'aller à la médiation commerciale, on peut gagner du temps, comme tous les intervenants l'ont dit. Ça améliore de façon indirecte l'environnement des affaires. Il y a aussi toutes les questions d'obtention de prêts ou de facilité de paiement. C'est vrai que dans le Doing Business, on parle beaucoup de tout l'aspect légal qui entoure la relation entre entreprise, banque, établissement financier. Mais il n'y a pas que cela. Quand on parle de crédit pour une entreprise, prêt pour une entreprise, facilité de paiement pour une entreprise, il y a les relations entre l'entreprise et ses fournisseurs, simplement ça. Une entreprise peut être engagée avec un de ses fournisseurs qui lui a accordé des facilités, peut-être des paiements à 30, à 60, à 50 jours, je ne sais pas. Et des litiges peuvent être ici soulevés qui, eux, peuvent être réglés aussi par la médiation commerciale, faisant gagner du temps. Tout ça, c'est des actions, des conséquences positives sur l'environnement des affaires. Il y a aussi la question de la protection des investisseurs. Je ne vais pas m'étendre, c'est le même raisonnement logique. Pareil pour le commerce transfrontalier. Des entreprises qui achètent à d'autres pour revendre à d'autres, avec des partenaires à l'étranger, c'est pareil. Mais là où maintenant la médiation peut impacter directement sur l'environnement des affaires, c'est le domaine de l'exécution des contrats. Ce domaine mesure l'efficacité du système judiciaire à résoudre les litiges commerciaux, d'où tous les gains qu'on peut avoir à partir de la médiation commerciale. Là, c'est l'impact direct
de la médiation commerciale sur l'indicateur Doing Business, donc sur la perception du secteur privé, de la communauté nationale et internationale par rapport à la facilité de faire des affaires en Côte d'Ivoire. Mais on veut rappeler simplement que ce n'est pas pour rien qu'en 2013, pour la première fois, le rapport Doing Business de la Banque mondiale propose de nouveaux indicateurs pour mesurer l'efficacité du règlement des différents commerciaux dans un pays. Et pour la première fois, ce rapport tient compte directement de la médiation autant que de l'arbitrage, en raison de l'efficacité pratique de la médiation. Dans un deuxième temps, quand on va regarder tous les apports de la médiation par rapport à l'environnement des affaires, n'oublions pas aussi que l'environnement des affaires, c'est la perception des entreprises sur la facilité de faire des affaires. Et je ne reviendrai pas sur la nature des relations qui se déroulent entre les parties, le médiateur, et ce que permet la médiation en termes de conservation de liens, voilà, du fait qu'il n'y ait pas de perdants. Je ne reviendrai pas sur cela parce que ça a été tellement dit et bien dit par mes prédécesseurs, et ce depuis ce matin. Mais je veux souligner simplement que la médiation commerciale qui permet aux entreprises de poursuivre un chemin ensemble permet des affaires dans un environnement durable. Et vous savez, il y a un adage, je crois qu'il est français celui-là, qui dit « Mieux vaut travailler avec le diable qu'on ne connaît pas plutôt qu'avec l'ange, avec le diable qu'on connaît plutôt qu'avec l'ange qu'on ne connaît pas. » Alors, des entreprises qui ont travaillé ensemble et qui ont eu des différends qui ont été réglés par voie de médiation commerciale finissent par se connaître, finissent par établir des liens de fidélité. Et ça, c'est important de le noter. Du point de vue amélioration du cadre réglementaire, la communauté pas internationale, la communauté nationale des affaires s'est souvent exprimée sur la difficulté qu'elle avait vis-à-vis du système judiciaire ivoirien. Les choses se sont beaucoup améliorées, c'est sûr. Mais ce qui a été indexé, c'est surtout la longueur. Et vous l'avez confirmé tout à l'heure quand un des intervenants a demandé qui n'avait pas affaire à un litige qui a duré plus d'1 an, et il y a eu des droits. Donc, la longueur de la procédure judiciaire est très souvent sur peut-être le mécontentement face aux arrêts prononcés. Et ça, c'est important. Alors, ce n'est pas pour rien qu'au sortir de la crise en 2011, je pense que l'État de Côte d'Ivoire a engagé un certain nombre de réformes, et parmi lesquelles l'amélioration du système judiciaire. Ce n'est pas pour rien, simplement parce que ça répondait vraiment à une demande, et tout projet de réforme, pour qu'il tienne la route, doit reposer sur une demande et aussi sur une certaine appropriation nationale. Je reviendrai sur la notion d'appropriation nationale. La Côte d'Ivoire s'est donc engagée à des réformes pour améliorer le fonctionnement des tribunaux de première instance, pour même créer le tribunal de commerce d'Abidjan, qui a été salué et qui a été la raison aussi d'avancée de nos scores dans le Doing Business. Et aux côtés de ça, le renforcement des capacités de la classe, avec toutes les formations qui ont débouché à la certification de médiateurs commerciaux, avec tout ce qui s'est passé autour de la journée nationale de médiation, M. Abondio, l'année dernière. Tout ça, ce sont des actions qui ont positionné maintenant la CACI dans une capacité de livrer des services de médiation commerciale au secteur privé. Alors, la pratique de la médiation en Côte d'Ivoire est soutenue par une loi. Et cette loi vient améliorer ou enrichir toute la réglementation qui facilite l'activité des entreprises en Côte d'Ivoire. Nous pensons que la médiation commerciale s'imposera de plus en plus. Nous pensons et nous en sommes convaincus. D'ailleurs,
tous les commentaires qui sont relevés du secteur privé ou des personnes qui se sont adressées à la CACI le disent clairement. Je pense qu'il faut peut-être voir aussi le site internet de la CACI. Il y avait les pages qui parlaient de la journée de médiation, je ne les ai plus vues. Je ne sais pas si elles sont accessibles, sinon il faut qu'elles soient visibles encore pour toutes les actions de sensibilisation qu'on fera à l'endroit du secteur privé. Mais je pense que la médiation commerciale s'imposera sur le terrain parce qu'elle donnera aux entreprises de plus en plus le sentiment qu'il est facile et qu'il peut être facile de faire des affaires en Côte d'Ivoire. Voilà, mesdames et messieurs, un peu les réflexions que je voulais partager avec vous sur l'impact possible de la médiation sur l'environnement des affaires. Merci. Je pense que c'est à partir de ce moment que se pose le problème. Mais s'il n'y a pas possibilité pour le petit commerçant d'attraire cette grande société, ce grand établissement, devant un médiateur ou devant un médiateur ou un arbitre, dans ce moment-là, le problème ne se pose pas. Le problème va se poser en ce moment-là en termes de droit. Il faut créer pour ce petit commerçant le droit d'aller à la médiation. Alors, je pense que le problème se résout à ces deux niveaux-là. Le premier niveau, c'est le droit à aller à la médiation ou à l'arbitrage. Et le deuxième niveau, une fois qu'on y est, est-ce qu'on est assuré qu'une justice, une décision équitable sera rendue compte tenu de l'importance des deux parties au procès. C'est un peu, enfin, les réflexions que m'inspire la question qu'a posé notre confrère. Je pense que tout indicateur en lui-même a ses avantages et ses inconvénients. C'est une question de méthodologie. Je ne suis pas vraiment bien placé pour critiquer cet indicateur dans la mesure où, pour l'instant, c'est celui qui permet à chaque fois d'avoir une idée sur l'avancée qu'on peut faire au niveau de l'environnement des affaires. C'est sûr qu'il ne mesure pas tout. Parce que l'idée, c'est de pouvoir témoigner du sentiment du secteur privé à faire des affaires facilement. À partir de ce moment, une donnée objective comme ça ne peut pas tout saisir. Maintenant, je me dis aussi que les enquêtes ne sont pas biaisées, donc on ne peut pas tout de go se dire d'avance qu'on a le classement que les commanditaires veulent connaître. Je ne veux pas m'inscrire dans cette réalité-là. Mais c'est sûr qu'il y a des biais dans la mesure où les efforts qu'on a peut-être fait une année, par exemple en 2014, ne vont être pris en compte que l'année suivante. Donc souvent, cet indicateur ne reflète pas réellement, en tout cas en temps réel, les efforts consentis par un pays pour améliorer son cadre des affaires. Ça, c'est peut-être la seule critique qu'on peut faire, mais que faire d'autre? Voilà, ça la question. Alors, je suis d'accord avec vous. D'un certain côté, on pourrait se dire, finalement, est-ce que ça ne fausse pas le dialogue, ou est-ce que ça ne fausse pas la qualité de la médiation, le fait de pouvoir finalement interposer, prendre un avocat, un conseil? Est-ce que ça n'est pas de la distance, du front entre les parties? L'expérience montre que c'est pas tout à fait le cas. L'expérience montre que le fait d'être représenté, ou en tout cas de pouvoir l'être, structure le débat. Ça permet d'établir une sorte d'équilibre, de trouver un point d'équilibre entre les différentes forces, les différents arguments, les différentes positions. Et c'est vrai que sur le plan théorique, on pourrait se dire, on pourrait tendance à penser que cela fausse en fait et introduit un biais dans la médiation. L'expérience et le recul montrent que c'est quand même pas mal que la représentation soit prévue pour structurer le débat. Je peux vous parler de deux choses. Le Portugal qui impose que l'avocat soit présent pendant toute la procédure de médiation, qui discute. Les parties ne se font pas représenter par un tiers. Les parties discutent devant le médiateur. Que l'avocat soit là, au fond de la salle, qu'il prenne note pour rédiger l'accord que les parties vont trouver, il n'y a aucun souci. Mais ni au Portugal, ni en France, l'avocat peut se substituer aux parties qui sont en conflit pour trouver un accord de médiation. L'accord de résolution à l'amiable des conflits, le processus structuré,
qu'on nous apprend notamment à l'EPMN, c'est d'amener les parties à trouver une solution à leur conflit. Et croyez-moi, par expérience, les parties ont besoin de lâcher leur conflit. Les parties ont besoin de se sentir libérées. Et elles n'ont nullement besoin d'avoir un professionnel du droit pour leur donner des leçons, lorsqu'elles ont envie de lâcher prise sur ce conflit. C'est là qu'il faut prendre bien attention sur ce que c'est un processus structuré. C'est d'être capable d'amener une partie à lâcher prise sur le conflit. Le lâcher prise, c'est de se dire, je vais chez le médiateur, je vais pouvoir vider mon sac à dos, poser toutes mes pierres, et partir de là avec un sac vide. Je vais pouvoir laisser les kilos du poids de mon conflit. Je suis chef d'entreprise, j'ai autre chose à faire que de avoir dans ma tête des problématiques conflictuelles. J'ai mon entreprise à développer. Et à ce moment-là, quand je vais chez le médiateur, je n'ai pas besoin d'avoir des leçons de droit. J'ai juste besoin d'avoir quelqu'un qui m'accompagne dans ma résolution de conflit.